Cette présentation va vous fournir des explications sur l'application de la certification par unité dans l'enseignement ordinaire de plein exercice et dans l'enseignement en alternance en article 49. Dans un premier temps, nous allons vous présenter l'organisation pratique de la CPU du côté des établissements et du côté des élèves. Suivront ensuite l'approche pédagogique, les principaux documents de la CPU et une explication plus approfondie du moment complémentaire au troisième degré, la C3D. Qui est concerné? Potentiellement à long terme, tout l'enseignement qualifiant. Aujourd'hui, toutefois, le nombre de sections où la CPU est organisée est encore limité. À partir de septembre 2017, chaque année verra l'entrée de nouvelles OBG en CPU. Quelles sont les conditions d'organisation? Pour qu'une option entre dans le système CPU, il y a deux conditions. Il faut qu'un profil de certification soit écrit pour cette OBG et qu'un arrêté soit pris dans ce sens. Le fait qu'il y ait un profil de certification ne signifie donc pas automatiquement l'entrée de l'OBG concernée en CPU. Mais dès lors qu'une OBG est organisée en CPU, elle ne peut plus l'être autrement. Comment organiser la CPU dans son école? La mise en œuvre de la CPU est une priorité pour les établissements concernés. Celle-ci s'inscrira donc dans les choix pédagogiques et les thématiques d'action définies dans le projet d'établissement, qui devra, le cas échéant, être adapté à cette fin. Le règlement général des études devra être lui aussi actualisé, puisque les processus de certification et de communication sont modifiés. À ce propos, un exemple d'addendum CPU au RGE d'une école est disponible dans la note de la fédération. Le profil de certification définit pour chaque option un profil d'équipement. Cela ne signifie cependant pas que chaque école doit posséder la totalité de l'équipement prescrit en l'ayant démultiplié au prorata du nombre de ses élèves. Pour certaines UAA, on pourra par exemple exploiter le matériel des centres de technologie avancée, des centres de compétences ou des centres de référence. Il existe également la possibilité de solliciter le fonds d'équipement. La communication joue un rôle très important dans le système de la CPU. Si l'information à donner aux élèves et à leurs parents en début de première année CPU est primordiale, il convient de ne pas oublier d'autres acteurs, professeurs, y compris ceux de la formation générale commune ou d'options qui ne sont pas encore en CPU, membres extérieurs du jury de qualification, tuteurs des élèves en stage ou en entreprise. Et les moyens complémentaires. Des moyens complémentaires sont alloués sous forme d'heures NTPP, environ 0,45 heures par élève, sur base du nombre total des élèves de l'année ou des années de l'OBG concernée. Ces heures sont consacrées à la remédiation et au programme d'apprentissage complémentaire pour les élèves en C3D. Et du côté des élèves, quelles sont les conditions d'admission pour les sections organisées en CPU? Pour accéder à la première année d'études organisée en CPU, il n'existe aucune condition d'admission spécifique. Pour les sections organisées en 2 années, l'accès à la seconde année est automatique pour tout élève ayant suivi précédemment la même orientation d'études. Quelles sont les attestations délivrées aux élèves? En fin de 5e, tous les élèves reçoivent un rapport de compétences. La promotion vers la 6e année est automatique. Le conseil de classe ne prend donc pas de décision. En fin de 6e ou de 7e année, on délivrera le certificat de qualification et la réussite du degré, le CE6P ou le CESS, selon le cas. Les certifications délivrées dans le cadre de la CPU ont les mêmes effets de droit que celles délivrées dans les sections qui ne sont pas organisées en CPU. En fin de 6e ou de 7e année, les élèves qui n'ont pas satisfait aux objectifs de leur formation et qui n'ont pas obtenu leur CESS, leur CE6P ou leur CQ ne redoublent pas. Ils peuvent accéder à un moment complémentaire de formation au 3e degré, appelé C3D. Voici un exemple de parcours CPU, ici
conçu en 2 années. L'élève reçoit en début d'année un dossier d'apprentissage. Ce dossier sera précisé ultérieurement dans notre présentation. En ce qui concerne la formation générale commune, rien n'a changé de par le passage en CPU, hormis le fait que les nouveaux programmes sont organisés en UAA. La date limite de changement d'orientation pour les élèves est fixée au 15 novembre. Conformément au profil de certification, les différentes UAA sont abordées au travers de différents cours de l'OBG en vue d'être validées à un moment qui aura été déterminé auparavant dans le respect du schéma de passation des épreuves de qualification. Les validations ainsi obtenues sont rassemblées dans le passeport CPU par le ou les délégués du jury de qualification appartenant à l'équipe éducative. Si toutefois l'élève ne parvient pas à valider son UAA, une remédiation spécifique est alors mise en place, en complément de celle dont il a bénéficié éventuellement avant l'épreuve. Il s'agira d'aider l'élève à valider cette UAA plus tard, dans une épreuve similaire ou à la faveur d'une autre UAA. Le conseil de classe de juin fait le point sur l'évolution de l'élève, que ce soit au niveau de la formation générale commune ou de l'OBG, mais à ce stade, il ne délivre aucune attestation d'orientation. Il rédige un rapport de compétences qui, au regard des UAA déjà abordés, fait le point concernant ce qui a déjà été acquis par l'élève. L'élève rejoint alors automatiquement la 2e année de formation, elle aussi organisée en CPU. Précisons toutefois que dans des cas exceptionnels, par exemple une absence de longue durée due à une maladie, et sur dérogation accordée par le ministre, un élève peut recommencer son année. Le déroulement de la 2e année est identique à celui de la première. Par contre, en fin d'année, les 2 instances, conseil de classe et jury de qualification, se réunissent chacune de son côté, délibèrent et prennent une décision certificative. D'abord, le jury de qualification octroie le certificat de qualification si l'élève a validé l'intégralité des UAA. Ensuite, le conseil de classe octroie ou non le CE6P ou le CESS pour couronner le parcours de l'élève tant en ce qui concerne la formation générale commune que l'OBG. Ces certifications sont intégrées elles aussi au passeport CPU, ainsi que tout document valorisant des apprentissages complémentaires. Pour les élèves en alternance, on peut y ajouter le plan de formation du contrat d'alternance. Si l'élève n'obtient pas une de ces certifications ou les deux, le conseil de classe rédige alors un programme d'apprentissage complémentaire en termes d'UAA et l'oriente vers l'année complémentaire au 3e degré, appelée C3D. La certification par unité rend possible 2 avancées qui n'existaient pas dans l'organisation antérieure de la certification. Ce qui a été acquis par l'élève figure dans son passeport et va le suivre. Celui-ci pourra donc éventuellement faire valoir ses attestations chez un autre opérateur dans le but de parachever sa formation là où il l'a laissée et d'obtenir plus tard sa certification. Ces principes ne valent pour le moment que pour l'OBG. Remédiation ne signifie pas rattrapage. Elle gagne même à être prévue et intégrée à l'apprentissage. La remédiation peut s'envisager de plusieurs manières, au travers d'un stage ou de la formation en entreprise, par des modules proposés à certains élèves en complément de leur horaire ou pendant que d'autres mettent leurs acquis en application dans des stages complémentaires pour les élèves de plein exercice, par une évaluation à blanc permettant de cibler les apprentissages à exercer, par une prise en charge confiée à d'autres professeurs, par du tutorat confié à des élèves du groupe ou de l'année suivante, par l'exercice des compétences, savoirs ou aptitudes non maîtrisées dans le cadre d'une UAA ultérieure, par des exercices de renforcement de la pratique. La CPU prévoit donc de ne pas postposer ni d'externaliser la remédiation, mais plutôt de l'inclure à part entière dès le début du scénario pédagogique, dès l'apprentissage de la première UAA jusqu'à la validation de la dernière.
Il est intéressant de prévoir dans la mesure du possible une équipe pédagogique de l'OBG la plus réduite possible, et idéalement la même en 5e et en 6e année, et lui assurer une stabilité maximale au fil des années. Il est alors plus aisé d'organiser le travail des équipes, par exemple en leur ménageant des moments où elles peuvent se réunir. Elles pourront notamment définir les délégations en charge des épreuves de validation. Des espaces de liberté existent. En voici quelques exemples. Les temps et durées des UA sont exprimés à titre indicatif. Rien n'empêche donc une école de les modifier dans son plan de mise en œuvre. L'épreuve de validation d'une UA ne doit pas s'envisager nécessairement à la fin de la période consacrée à cette UA. Elle peut être organisée alors que l'UA suivante a déjà commencé, pour tous les élèves ou une partie d'entre eux. Cette épreuve peut également être organisée dans le cadre de l'entreprise qui accueille un jeune en alternance. De la même manière, une deuxième présentation de l'épreuve pour les élèves qui n'ont pas réussi lors de la première tentative peut s'envisager à différents moments. Lors de la validation d'une UA suivante, lorsque les apprentissages sont conçus de manière spiralaire, quand l'élève se sent prêt, à l'occasion d'un stage. Le système laisse la place à une certaine créativité. Tous les profils de certification prévoient désormais, dans l'enseignement de plein exercice, des stages obligatoires. Ces profils précisent la durée minimale et maximale des stages sur le parcours. Pour l'organisation, le décret stage reste évidemment d'application. Les stages se répartissent en 3 types. Le premier type, stage d'observation et d'initiation, ne concerne a priori pas les options en CPU. Le deuxième type de stage, le stage de pratique accompagnée, sera organisé principalement en 5e année dans le cas d'une option de base groupée organisée en 2 années. Le troisième type de stage, le stage de pratique en responsabilité, sera organisé principalement en 6e année. Le plan de mise en œuvre de la CPU décrit l'organisation pédagogique, les procédures de remédiation, les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles mobilisées pour la mise en œuvre de la CPU dans un établissement. Il s'agit donc d'un document spécifique à chaque école, même si les grands axes sont communs, et évolutif, puisqu'il peut être modifié ou remplacé à tout moment. Le gouvernement a déterminé le modèle de ce plan. Il doit être construit avec l'équipe éducative de l'établissement. Il est ensuite soumis à l'approbation du pouvoir organisateur, après avoir été soumis à concertation dans les organes de démocratie locale. Quels sont les différents chapitres du plan de mise en œuvre ? Il y a d'abord l'organisation pédagogique et, dans un premier temps, la planification, c'est-à-dire le temps assigné à chacune des UAA, par exemple, le calendrier des réunions de parents, des réunions du jury de qualification, etc. Il y a ensuite l'organisation des équipes et de leur travail, par exemple, le temps de concertation ou la mise à disposition d'un local. La gestion des cours de l'option groupée, par exemple, le regroupement des cours sur une journée. Les choix organisationnels pour la formation commune et son articulation avec les cours de l'option groupée. La politique de stage, dans le respect du profil de certification. Par exemple, organisation de stage pour certains élèves pendant les périodes de remédiation, ou collaboration des élèves à la recherche des lieux de stage. L'organisation des jurys de qualification. Il y a ensuite les procédures de remédiation. Dispositif pour une remédiation immédiate en cours d'apprentissage au sein des UAA, dispositif complémentaire entre les UAA et dispositif au terme du parcours. Ensuite, les ressources éducatives, pédagogiques et matérielles qui seront mobilisées par l'école, par exemple les dispositifs de concertation et de co-construction, les appuis externes, l'utilisation des locaux et la comparaison entre l'équipement disponible dans l'établissement et l'équipement prévu par le profil d'équipement. Viennent enfin les modalités de communication à destination des élèves et de leurs parents. Le dossier d'apprentissage est un document communiqué à l'élève. Il est composé de 2 parties. La première partie est commune à tous les réseaux, et son modèle a été déterminé par le gouvernement.
Elle reprend les objectifs de la formation générale ainsi que de la formation qualifiante, la liste des UA à valider et précise aussi les modalités et la périodicité des épreuves de qualification. La deuxième partie est propre à chaque école. Elle détaille l'évolution graduelle des acquis d'apprentissage maîtrisés et restant à acquérir par l'élève, ainsi que, le cas échéant, les remédiations proposées. Le rapport de compétences est un document établi par le conseil de classe à la fin de chaque année et qui dresse le bilan des compétences acquises et des compétences restantes à acquérir ou à perfectionner. Il formule aussi des suggestions utiles pour une poursuite optimale de la scolarité. Ce rapport de compétences est donc délivré au terme de chaque année ou en cours d'année lorsque l'élève quitte l'établissement avant la fin de l'année scolaire. Il est propre à chaque école. Le passeport CPU Europass est la collection graduelle des validations et certifications obtenues par l'élève au cours de sa scolarité, ainsi que l'attestation des expériences pertinentes qui illustrent et documentent ses acquis et ses potentialités. Ce passeport fait partie du dossier scolaire et suit l'élève en cas de changement d'établissement. Il est remis à l'élève au terme de sa scolarité. Ce document est commun à tous les réseaux. La logique de la CPU accorde une place importante à la remédiation, qu'il est important de mettre en place rapidement dès le début du parcours. La C3D n'est donc à activer que dans les cas où ces remédiations constitutives du parcours d'apprentissage n'ont pas produit suffisamment d'effet. La C3D doit être envisagée en cohérence avec la philosophie de la réussite qui sous-tend la CPU. Il ne s'agit pas d'un redoublement pour un ensemble d'élèves qui se retrouvent dans une même classe à suivre les mêmes cours. Il s'agit davantage d'un moment où chaque élève comble ses lacunes, que ce soit dans la formation générale commune ou dans l'option de base groupée, selon un programme et avec une durée qui lui sont propres. Lorsqu'il était impossible de délivrer une certification ou les deux, le conseil de classe oriente l'élève vers une C3D. Il rédige alors un rapport de compétences pour chaque élève et, sur cette base, élabore un programme d'apprentissage complémentaire personnalisé. Ce PAC définit les dispositifs pédagogiques à mettre en œuvre pour que l'élève soit en mesure d'acquérir les compétences manquantes ou de perfectionner celles qu'il ne maîtrise que partiellement. Le PAC prévoit une grille hebdomadaire et fixe a priori la durée du complément d'études jugé nécessaire pour atteindre les objectifs. Ce complément d'études peut être plus court qu'une année scolaire complète. Le conseil de classe peut ajuster la durée du PAC en cours de C3D selon l'évolution de l'élève. Quelle que soit la durée prévue de la C3D, la grille hebdomadaire de l'élève dans l'enseignement de plein exercice comprend au minimum 20 périodes. Elle peut comprendre des cours de FGC ou de l'OBG au 3e degré, ou encore des stages ou des activités au choix. Pour le jeune en alternance, une adaptation du plan de formation lié au contrat ciblera les lacunes qui peuvent être comblées en entreprise. Cette grille horaire peut même comprendre des cours de 7e année en fonction du projet personnel de l'élève. Dans ce cas, l'élève les fréquente en tant qu'élève libre. Toutefois, dès lors qu'il aura obtenu là où les certifications manquantes au terme de sa C3D, l'élève pourra devenir un élève régulier de cette 7e et se voir octroyer la certification en fin d'année. En d'autres termes, il n'existe ni grille type ni cours obligatoire pour la définition des grilles hebdomadaires. La C3D est un moment d'études complémentaires adapté aux besoins et aux ressources de chaque élève. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une classe rassemblant tous les élèves qui n'ont pas encore reçu toutes les certifications. Étant donné ce caractère foncièrement personnalisé, il semble pertinent de confier la gestion de la trajectoire de l'élève à une personne de référence choisie dans l'équipe pédagogique. Le rôle de ce référent serait de centraliser les informations, d'assurer le lien entre tous les acteurs et de coacher, voire motiver l'élève à parachever sa scolarité. L'équipe pédagogique des élèves en C3D est naturellement pour une majorité constituée d'enseignants qui sont en charge de cours au 3e degré et qui ont déjà enseigné à ces élèves durant leur parcours qualifiant. L'accompagnateur du CFA qui suit le jeune en entreprise en fait naturellement partie. Selon les moyens et les besoins rencontrés, chaque école pourra étoffer cette équipe avec d'autres enseignants de l'OBG et ou de la FGC.
Selon le moment de l'année, ceux-ci pourraient accompagner les élèves en C3D ou assurer la remédiation au bénéfice d'autres élèves. Ils pourraient même assurer le rôle de référent C3D. La C3D concerne des élèves qui peuvent faire valoir des acquis reconnus précédemment et qui peuvent être valorisés. Chacun d'entre eux peut donc être envisagé aussi comme une ressource et jouer un rôle positif vis-à-vis de ses pairs, que ce soit à l'intérieur de l'école ou sur un lieu de stage. La logique de la C3D entend épouser dans la mesure du possible les spécificités de chaque élève. Elle laisse donc une grande marge de manœuvre organisationnelle aux écoles. L'élève peut donc être évalué et certifié à tout moment de l'année. La durée de la C3D peut donc être raccourcie si l'élève est prêt à être évalué ou allongée si l'élève ne l'est pas encore. La durée de la C3D ne peut toutefois pas excéder la durée d'une année scolaire. Il n'est donc pas possible de redoubler cette C3D. Dans la mesure où la C3D ne s'organise pas à la manière d'une autre année d'études, conventionnelle, et comme son programme est taillé différemment pour chaque élève, il est important d'en communiquer les modalités d'organisation, notamment au travers du règlement général des études et d'un document d'intention pédagogique. Pour les questions administratives relatives aux conditions d'admission, aux moyens complémentaires, à l'encodage dans Proeco, au contrôle de la régularité, aux documents administratifs et aux différents comptages, nous vous renvoyons à la note C3D disponible dans les publications sur le site de la FESSEC. Que se passe-t-il quand un élève ne réussit pas sa C3D ? L'école devra alors lui fournir un rapport de compétences. Cet élève pourra essayer d'obtenir son CQ via un opérateur de formation et son CESS ou son CE6P via le jury central ou l'enseignement de promotion sociale. Toutes les écoles doivent-elles organiser une C3D ? L'école qui oriente au moins un élève en C3D est tenue de l'organiser. Cependant, elle peut conclure une convention avec une autre école, pour autant que celle-ci soit facilement accessible. Quel est le rôle et la composition d'un jury de qualification dans une C3D ? Le jury de qualification en C3D a le même rôle que lors d'une 6e. Mais il peut toutefois certifier l'élève à tout moment de l'année scolaire. Quant à sa composition, il ne doit pas nécessairement être constitué des mêmes personnes que celles qui ont été en charge de l'élève précédemment. Existe-t-il un recours pendant la C3D ou à l'issue de celle-ci en cas de non-certification ? Si un élève n'a pas obtenu sa certification au terme prévu par son PAC, par exemple fin décembre, le conseil de classe prolonge le délai octroyé, au maximum jusqu'au terme de l'année scolaire. Cette décision de prolongation du terme de la C3D peut faire l'objet d'une procédure de conciliation interne, mais pas d'un recours externe. En fin d'année scolaire, la décision d'un conseil de classe ou d'un jury de qualification de ne pas délivrer une certification peut faire l'objet d'une procédure de conciliation interne et ensuite, pour le CE6P ou le CESS, d'un recours externe.